parler de Strasbourg. La chose est assez commune dans cette salle, mais je ne sais pas vous, mais moi j'avais beaucoup de choses sur Strasbourg. Je pense que ce sera votre cas également aujourd'hui, puisque nous allons parler d'une expérience, d'une expérimentation qui s'est tenue dans notre bonne ville. Une expérience très particulière, puisqu'il s'agit d'une expérience eugénistique. L'eugénisme, je rappelle rapidement, est une théorie qui entend mettre en place des méthodes ou des pratiques pour intervenir sur le patrimoine génétique de l'espèce humaine en vue de l'améliorer vers un idéal qu'on a déterminé à l'avance. L'eugénisme a mauvaise presse, surtout depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, et la découverte de ce qu'ont pu faire les nazis comme expérimentation monstrueuse. Et pourtant, c'est un des premiers paradoxes dont traite le livre de Paul-André Rosenthal. L'eugénisme a eu la vie dure. Paul-André Rosenthal est professeur à Sciences Po, il est chercheur associé à l'INED, l'Institut national des études démographiques, et donc il est spécialiste des politiques démographiques ou des politiques sanitaires et sociales. Son livre traite de la cité Ungemar, des jardins Ungemar, qui se trouvent au Wacken, juste au pied du Conseil de l'Europe. Et dans cette cité, de 140 petites maisonnettes coquettes dans un cadre bucolique, s'est tenue cette expérimentation eugénistique qui a commencé au lendemain de la Première Guerre mondiale, dans les années 20, mais qui s'est clôturée d'une certaine façon ou étiolée progressivement pour s'achever dans les années 80. C'est la première chose qui peut surprendre. Un mot encore sur l'eugénisme avant de passer la parole à l'auteur. L'eugénisme suppose qu'il y a des différences de qualité entre les êtres humains, que cette différence est mesurable et quantifiable par des experts, et que on peut résilier ou combler ces différences par des méthodes appropriées, qui reposent notamment sur le choix des conjoints, sur une politique très poussée de natalité, voilà, des choses comme ça. Alors, il y a beaucoup de questions qu'on peut se poser. Comment un tel projet a-t-il pu être mis en place? Par qui? On verra que le nom à retenir, c'est moins celui de Ungemar que celui de Alfred Lacher, qui est le héros du livre, d'une certaine façon, et dont on parlera parce qu'il a vraiment une vie tellement étrange, tellement remplie. Comment cette expérimentation a-t-elle pu se maintenir aussi longtemps, avec l'aval de la ville de Strasbourg, qui était tout à fait au courant de la démarche initiale du projet? Et puis, comment se fait-il surtout qu'après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, l'eugénisme, qui a été officiellement mis au banc de la science, ait pu continuer à expérimenter comme ça, jusque, je vous l'ai dit, aux années 80. Alors la première question que je voudrais vous poser, M. Rosenthal, c'est celle de l'origine et des moyens qui ont permis à cette cité de voir le jour, puisque, en fait, ça repose sur une action frauduleuse. Merci. Je voulais quand même vous remercier de cette invitation dans cette superbe librairie, et puis vous remercier tous et toutes d'être venus nombreux alors qu'il commence à faire beau, enfin, c'est preuve du printemps. L'histoire de ce qui rend possible cette expérimentation et la fondation même de cette magnifique cité-jardin que vous avez à Strasbourg est effectivement assez étonnante. Au départ, il faut se replacer dans le cadre des établissements Ungemar, qui sont une des premières grandes entreprises agroalimentaires françaises et alsacienne, une conserverie au départ, qui prend une dimension industrielle à la fin du XIXe siècle, sous l'impulsion de Léon Ungemar, grand industriel, et qui a des filiales. Et l'une de ces filiales,
peut-être que les plus âgés d'entre vous en ont dégusté, fabrique les bonbons Loriot. Hein, les bonbons Loriot, c'est contre les bonbons Loriot que c'est fabriqué, que c'est créé la Piquichante dans les années 20 pour les concurrencer. Vous voyez, c'est un oiseau contre un oiseau. Et les bonbons Loriot étaient dirigés par donc un cadre, on dirait aujourd'hui, de Léon Gomard, Alfred Dachert, un homme d'une génération bien ancienne, né en 1875 à Strasbourg, donc né évidemment dans le cadre d'une Alsace allemande, un homme francophile de cœur, francophone, mais formé à l'école en Allemagne, puis au lycée en France, et un homme qui ne peut pas faire d'études. Peut-être qu'on y reviendra, c'est très important, son père est ruiné, et donc il est obligé de s'arrêter au seuil de l'université. Progressivement, il monte dans les établissements Ungemar, et il devient chef de cette confiserie Loriot, qui est considérable. Hein. Il envoie plusieurs wagons de bonbons chaque année sur le marché national et à l'exportation. C'est vraiment une grosse entreprise de l'époque. La Première Guerre mondiale éclate, nous sommes toujours du côté allemand. Pour fabriquer des bonbons, les enfants veulent l'oublier quand on dit que c'est mauvais pour les dents, il faut du sucre, beaucoup de sucre, et Alfred Dachert, dès le début de la guerre, est très prudent sur le sucre. Il se dit, moi, je vais échapper je ne veux pas être dans l'armée allemande, je ne veux pas que mes employés le soient non plus, et on va pouvoir échapper à la conscription aussi longtemps que notre activité pourra fonctionner, donc il faut que je stocke du sucre, et je sais que dans un contexte de guerre, le sucre il peut facilement être réquisitionné. Donc il stocke des dizaines de tonnes de sucre. Et puis, effectivement, l'Allemagne en guerre commence à prendre des mesures pour essayer de contrôler, taxer le sucre. Et pour éviter tout problème, Dachert fait transformer le sucre en une espèce de glucose, de gélatine. Il le mélange avec différents produits de manière à ce qu'on lui dise, de manière à ce qu'il puisse dire en cas de réquisition, mais c'est pas du sucre, hein, c'est une matière un peu particulière qui nous sert. Voilà. Et donc, ces stocks de sucre échappent à toute réquisition de la part de l'administration allemande. Ensuite, ce qui devait arriver arrive. Les prix du sucre commencent à flamber à mesure que la guerre dure. Et donc en 1918, il commence à représenter une somme considérable de plusieurs millions de marks or. Et Dachert, qui est vraiment un très très bon gestionnaire, a la présence d'esprit de se dire l'Allemagne est en train de perdre la guerre, il ne sait pas trop ce que ça va devenir le mark, et il vend une bonne partie de son sucre, et il part à la bourse de Francfort, et il transforme tout ça en titre, en action de bourse anglaise et américaine. Au lendemain de la guerre, lorsque la guerre se termine, il se retrouve à la tête d'un pactole de plusieurs millions de marks or, qui ne lui appartient pas, qui appartient à son patron Léon Ungemar. La guerre donc se termine. Léon Ungemar, au lendemain de la Première Guerre mondiale, est le chef du parti français, du parti francophile, dans l'Alsace allemande. Il est le premier disons, directeur responsable du conseil municipal provisoire de Strasbourg en 1918. Donc une personnalité politiquement très visible dans le camp français. Donc vous imaginez le problème. Hein, le chef du parti français peut être accusé d'avoir bénéficié d'une gigantesque spéculation de guerre du côté allemand. Et effectivement, le fisc français commence à s'intéresser à lui, et sa position politique est très menacée, il ne sait pas quoi faire de ce sucre, et c'est là que son employé, Alfred Dachert, vient à lui, en lui disant, écoutez, j'ai une solution pour vous, monsieur le directeur, nous allons, si j'ose dire, permettez-moi l'expression, blanchir le sucre, je vous offre clé en main une formule. La mairie de Strasbourg s'apprête à acquérir l'espace correspondant aux fortifications, hein, au moment où les fortifications de la ville sont démantelées, donc tout d'un coup la réserve foncière urbaine devient gigantesque. Nous allons acquérir une petite partie de cette réserve foncière, nous allons construire dessus une superbe cité-jardin. Vous avez perdu votre fils unique pendant la guerre, donc pour assurer la continuité de votre nom, cette cité-jardin portera le nom d'Ungemar. Et puis, elle suivra un certain nombre de principes particuliers que je vais vous exposer. Voilà. C'est ça l'origine de la cité-jardin Ungemar, et c'est ça l'origine de l'expérience dont on va parler, je pense, maintenant.
Alors, juste un mot avant de poursuivre sur Alfred Blachert. Donc, comme vous l'avez dit, il est issu de la bourgeoisie, son père se retrouve ruiné, il passe le baccalauréat, mais il ne peut pas poursuivre ses études, et donc là, on sent une frustration en lui, parce que c'est un homme ambitieux, il a les moyens de son ambition. Alors, il va commencer à entrer dans la vie professionnelle, il va entrer dans le commerce, il est très doué pour les affaires. Pas seulement ça, il y a l'autre versant moins connu, mais beaucoup plus important pour lui, c'est un poète. Alors il écrit beaucoup, hein. Il y a 2000 pages, c'est ça qu'on peut retrouver, il écrit des pièces de théâtre, il écrit beaucoup de choses, et quand il propose à M. Nguema la création de cette cité, de ce jardin, tout ce qu'il pense, il l'a déjà écrit dans ses textes. Bon, ça ne vient pas, enfin, c'est pas une improvisation, il a déjà préparé les choses, et toutes ces idées eugénistiques sont déjà dans ses textes, même ses textes littéraires. Voilà, alors c'est une chose qui moi, m'a absolument passionné, que j'ai découverte à Strasbourg parce qu'une bonne partie de ses œuvres sont conservées à la bibliothèque André Malraux, hein, dans la salle du patrimoine, ce sont souvent des très très belles éditions, et puis également à la bibliothèque universitaire de Strasbourg. Donc Alfred Dachert, hein, je le rappelle, né en 1875 en Allemagne, formé à l'école allemande puis au lycée français, c'est un romantique allemand. C'est un romantique allemand tardif de la fin du XIXe siècle, une période dans laquelle le romantisme est encore très important dans la culture allemande. Et l'une des caractéristiques de ce romantisme allemand, c'est qu'il y a au fond une forme artistique supérieure à toutes les autres, qui est la poésie. La manière de s'exprimer, la manière d'exprimer ce que l'on est dans cette Allemagne de la fin du XIXe siècle, c'est la poésie. Et Alfred Dachert se pense, se vit, et va se vivre toute sa vie comme un poète. Une vie qui va durer très longtemps, puisqu'il meurt en 1972 à 97 ans. On y reviendra peut-être, ce qui est très important, parce que c'est un homme, cette longévité est très intéressante pour l'historien. Donc, c'est un homme qui considère que sa vraie vie est celle d'un poète. Alors, quel type de poésie? Des poèmes au début de sa vie, et puis très rapidement plutôt des tragédies, hein, des pièces de théâtre tragiques. 7 pièces de théâtre, une heptalogie, qu'il appelle, alors en allemand, der Sang des Werdens, c'est-à-dire en français le chant du devenir. Un cycle, hein, oui, un cycle wagnérien et un cycle dachertien. Et donc, il écrit tout au long de la première moitié du XXe siècle 7 pièces de théâtre tragiques, dont la grande caractéristique est d'être des pièces eugénistes. Ça n'est pas unique à Alfred Dachert. En réalité, dans le monde anglais, dans le monde américain, il y a un énorme théâtre eugéniste dans cette première moitié du XXe siècle. On l'a un petit peu oublié aujourd'hui, mais c'est une vaste littérature eugéniste. Et Alfred Dachert, il fait ça dans le Strasbourg qu'il chérit. Et effectivement, une des grandes caractéristiques de la Cité-Jardin, c'est que les principes savants, les principes politiques, on peut dire, qui animent la Cité-Jardin, eh bien, Alfred Dachert les couche d'abord sur le papier et les couche d'abord dans un langage qui est un langage littéraire. On y reviendra peut-être. C'est un homme qui va... Alors, il n'écrit pas sous son vrai nom, il écrit sous un pseudonyme, Abel Ruffnack, et que peut-être certains d'entre vous connaissent, parce que Abel Ruffnack va connaître un certain succès, non pas avant la Deuxième Guerre mondiale, mais après, dans les années 50, par la radiodiffusion.